Bienvenue aux personnes, qui ont fait le déplacement, qui sont là aujourd'hui avec nous dans la salle. Bienvenue aux personnes qui sont derrière, leurs écrans. Nous allons commencer, ce nouveau Midi Minatek que je vais introduire, là dans quelques instants. Mais avant, j'aimerais vous parler du prochain Midi Minatek. Nous aurons le plaisir d'accueillir, Xavier, Gidrol, qui est chercheur au CEA, à l'IRIG, Institut de recherche interdisciplinaire de Grenoble, et qui viendra nous parler des organoïdes, donc des techniques de fabrication et aussi de l'éthique d'application. Donc, inscrivez-vous, lisez plus le résumé du sujet en ligne, mais on compte sur vous pour être présent la semaine prochaine pour ce nouveau Midi Minatech. Voilà. Donc nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir, Anne-Lorraine Vernet, qui est enseignante-chercheuse à Grenoble École de Management, et également Gilles Debizet, enseignant-chercheur à l'Université Grenoble-Alpes et au laboratoire Impact, qui vont nous présenter, et ça c'est assez notable, pour la première fois ensemble, parce que c'est grâce à Grenoble, capitale verte, et au Midi Minatech, qu'ils ont pu préparer ensemble une présentation sur les communautés énergétiques, enjeux et trajectoires, qu'ils vont nous présenter sans plus attendre. Et je vous laisse la parole et on se retrouve dans une demi-heure pour discuter et puis prendre vos différentes questions. Merci. Bonjour à tous. À ma barbe, vous avez reconnu que je suis Gilles Debizet. J'interviens avec Anne-Laure dans cette conférence inédite en mobilisant de récentes travaux de recherche menés au sein du CDP EcoCESA et deux publications. Un numéro spécial de la revue Flux sur les communautés énergétiques locales et un ouvrage qui devrait paraître dans quelques jours ou quelques semaines sur les Local Energy Communities, qui a été préparé avec Martha Papalardo et Frédéric Wurtz. Et donc, bonjour à tous. Ça y est, ça marche, non? Si, c'est bon, ça marche, ok. Donc, Anne-Lorraine Vernet, professeure associée à GEM. Moi, je vais vous présenter ce que je vais vous présenter est basé sur deux travaux. Un travail qui est publié aujourd'hui et avec lequel j'ai travaillé avec Karine Sebi, qui est aussi dans la salle. Et puis, un autre travail qui est en cours de révision. Et c'est principalement sur celui-là que je vais me baser, sur l'identité des projets énergétiques citoyens, avec Karine toujours, Marc Holstorm et Caroline Gauthier, tous les trois de GEM. Donc du coup, on va d'abord commencer par un petit contexte. Si on replace notre présentation dans son contexte, c'est qu'on se dit, si on prend l'origine des réseaux énergétiques, on peut se dire que d'une certaine manière, ils ont commencé à un échelon très local autour de communautés d'acteurs privés, publics, qui répondaient à des besoins très locaux. Alors, je fais un raccourci, mais après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu l'envie de l'État d'accélérer l'électrification et du coup, on a créé notre champion national EDF. Et donc, on se retrouve maintenant avec un système hyper centralisé. On a quelques reliquats comme GEG à Grenoble, mais sinon, on est dans un système principalement hyper centralisé, à l'opposé finalement de la notion de communauté énergétique. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que le sujet revient sur la table aujourd'hui? Et donc, avec Gilles, on voit plusieurs raisons qui peuvent expliquer ce regain d'intérêt pour les communautés énergétiques. Première raison, c'est qu'il y a une envie d'appropriation des citoyens et des territoires des questions d'énergie aujourd'hui. Et lié à ça, le fait que on fait face à l'enjeu du changement climatique. Il faut agir et les gens, on a tous envie de faire notre part par rapport à cet enjeu. Et puis, troisième point, les collectivités et de plus en plus les entreprises, les acteurs privés se retrouvent avec des contraintes. Eux aussi, ils doivent décarboner leur consommation, ils doivent consommer moins. Et peut-être que la communauté énergétique peut être un des objets qu'ils vont utiliser pour répondre à ces contraintes. Alors, qu'est-ce qu'une communauté énergétique Quand on relit la littérature internationale, globalement, une définition est commune, c'est l'idée d'un regroupement volontaire de personnes physiques et morales ou morales qui sont impliquées dans un même projet de production ou de consommation d'énergie renouvelable. Souvent est associé
des qualités, des propriétés, voire des critères autour des valeurs écologiques et des valeurs politiques. Anne-Laure vient d'en parler. Peut-être sur les valeurs politiques, il y a une partie des communautés qui s'inscrit vraiment en alternative au marché et en résistance peut-être même parfois à des opérateurs. Alors, c'est pas général, mais il y a aussi c'est-à-dire une vision idéologique. Il peut y avoir une vision idéologique. Des processus de décision qui sont relativement ouverts, transparents et démocratiques ou sociocratiques. Et souvent, mais pas systématiquement, une action dans un espace qui est généralement local. Alors, cette notion est une notion assez élastique pour pouvoir mobiliser un certain nombre de financements, d'incitations. Il a fallu développer dans la législation d'abord européenne puis française des définitions de ce que pourrait être une communauté énergétique renouvelable. On associe, elle sera ainsi à condition qu'elle implique d'autres acteurs que les fournisseurs d'électricité. Et puis, une deuxième définition, communauté énergétique citoyenne, où là, les textes font référence à des formes de transparence démocratique et aussi de périmètre spatial. Alors, il faut qu'on parle, vous savez que le marché de l'électricité est quand même organisé, notamment maintenant en France, sous la forme de marché avec des producteurs et des consommateurs et des fournisseurs qui fournissent de l'énergie à des consommateurs sous une forme libérale, donc coordonnée par des mécanismes de marché, et ceci à l'échelle nationale. À l'autre bout de l'échelle, au niveau d'un ménage, au niveau d'une petite entreprise, il est possible de faire de l'autoconsommation individuelle, c'est-à-dire qu'on produit soi-même et on consomme ce qu'on produit. Et là, on a finalement un agencement qui est le fait de ne pas avoir à acheter de l'électricité à l'extérieur. C'est-à-dire que l'autoconsommation se traduit en une non-achat et ça a un certain intérêt économique. Les deux dispositifs qu'on va voir aujourd'hui, c'est la coopérative citoyenne qui se comporte aussi comme un acteur de marché dans le sens où elle va produire de l'énergie renouvelable et la vendre via des mécanismes de marché, mais peut-être pas à n'importe quel fournisseur au niveau national. Et l'autre dispositif qui émerge, qui est beaucoup plus récent, qui émerge qui a été instauré depuis quelques années seulement, c'est l'autoconsommation collective. Et là, on a un ensemble de producteurs, souvent un ou deux, mais surtout, et un ensemble de consommateurs qui vont partager entre eux l'énergie qui est apportée par le producteur. Voilà, alors ce dispositif, c'est le plus récent. Je vais apporter le développer un peu avant qu'on revienne sur les coopératives citoyennes. Il est assez complexe. Vous voyez, là, on a 4 acteurs différents qui sont présentés. Ce qu'on observe, puisqu'on a observé plusieurs terrains, plusieurs opérations d'autoconsommation collective, c'est que souvent, c'est porté par un ensemble ou une coalition d'initiateurs qui viennent, qui peut être une commune, souvent aussi un acteur économique. En général, on va retrouver ces deux entités, là, une entité plutôt publique, une entité privée, qui vont ensemble porter un projet d'installation de panneaux photovoltaïques, c'est le cas le plus fréquent, et qui vont ensemble essayer de définir des consommateurs ciblés, des consommateurs qui seront imbriqués dans ce regroupement. Ensuite, on a une personne morale qui peut être de statut très différent, qui va gérer la relation avec le producteur et la relation avec les consommateurs. Cette personne morale va indiquer au gestionnaire de réseau, le plus connu étant Enedis, mais à Grenoble, on a GEG, une répartition de la production d'autoconsommation entre les différents consommateurs. Et ce gestionnaire de réseau va ensuite informer les fournisseurs usuels
des consommateurs, le fournisseur principal du consommateur, et celui-ci ce fournisseur va pouvoir ensuite établir une facture dont on va déduire les volumes qui auraient été autoconsommés. Ce qui veut dire que le consommateur va recevoir 2 factures. Une facture de la personne morale et une facture du fournisseur usuel. Voilà pour le dispositif. Ce qu'on peut remarquer, c'est sa complexité. Néanmoins, il y a quand même un certain nombre d'opérations qui sortent, puisque vous avez le dispositif a démarré donc en 2017. Il a connu quelques ajustements, mais les premières opérations sont sorties en 2008, assez peu nombreuses. Et aujourd'hui, en 2021, il y a à peu près une 50aine d'opérations qui sont sorties, et on ne sait pas ce que sera 2022. Donc on ne sait pas si on est sur un mouvement un peu linéaire ou sur quelque chose qui est exponentiel. Alors, pourquoi est-ce que les initiateurs et les personnes morales s'impliquent dans des opérations d'autoconsommation collective? C'est le plus souvent dans une perspective d'apporter un nouveau service autour de l'énergie à leurs locataires ou à leurs administrés, ou bien encore à des acquéreurs de logements en accession. Ces acteurs mettent souvent en avant le principe d'une résilience collective, de la capacité donc de la communauté, du collectif à venir résister à, par exemple, les variations de prix du gaz. Et puis aussi font référence à l'économie circulaire, la contribution à une économie circulaire locale. La rentabilité n'est pas vraiment au rendez-vous, en tout cas pas systématiquement au rendez-vous, mais malgré une absence de rentabilité, vous voyez qu'il y a quand même une progression des engagements. Alors cette opportunité offerte par le dispositif, elle a été saisie par des acteurs locaux bien établis, que sont les bailleurs sociaux, des petites communes principalement, mais on trouve aussi des copropriétés ou bien encore des promoteurs immobiliers. La particularité, c'est du fait du rôle central joué par la personne morale, par cette personne morale, c'est que les efforts en fait à faire par les consommateurs pour adhérer à ce dispositif sont assez modestes. Ce qui finalement est assez facile, il y a moins d'engagement que ce que Anne-Lorraine va vous décrire tout à l'heure. Finalement, quand on regarde, les perspectives sont immenses parce que 41 millions de logements en France, vous imaginez, là on en est à Saint-Plan, 700 logements raccordés à une opération d'autoconsommation collective. Donc là, il y a un gisement qui est assez exceptionnel. On y reviendra à la fin de cette présentation. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu plus en détail des projets d'énergie citoyenne. Donc, sur cette slide, vous voyez des chiffres clés que j'ai tirés du site d'Énergie Partagée. Énergie Partagée, c'est l'organisation qui anime le réseau de l'énergie citoyenne en France. Donc, on voit que ça a commencé depuis plus longtemps. On voit qu'on a plus de projets que pour l'autoconsommation collective. Aujourd'hui, 269 projets recensés par Énergie Partagée. Si vous regardez sur l'histogramme, on voit bien que, donc le jaune, on voit bien qu'il y a une dominance de projets solaires. Nous, en 2019, dans notre étude avec Karine, on avait compté qu'il y avait à peu près 63% des projets qui étaient des petits projets de grappes solaires. Et on voit que là, je pense que c'est même encore plus aujourd'hui sur la base de ce schéma. Par contre, si on regarde en termes de quantité d'énergie produite, eh ben, on voit bien que ces petits projets, finalement, ils représentent peu par rapport au total et que c'est les quelques projets éoliens réalisés par les citoyens qui fournissent la plus grande partie de l'énergie citoyenne. Si on regarde le mouvement, on peut voir aussi qu'il y a quand même un nombre important d'actionnaires, presque 23 000 actionnaires citoyens, de nombreuses collectivités qui sont impliquées. Donc, on est vraiment dans un mouvement qui est dans une dynamique très positive. Alors, moi, ce que je voudrais faire, c'est vous parler de ces projets sous l'angle de l'identité organisationnelle. Donc, qu'est-ce que c'est que l'identité organisationnelle? C'est de se dire, toute organisation, le CEA, GEM, elle va avoir ses membres qui répondent à 3 questions fondamentales.
quelle est la raison d'être de mon organisation? Quelles activités est-ce que mon organisation elle doit réaliser? Et puis, comment est-ce que mon organisation elle doit évoluer dans le temps? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a fait un questionnaire auprès des membres des communautés énergétiques citoyennes. Donc, surtout les grappes solaires, c'est principalement eux qui ont répondu à notre questionnaire. Et donc, à ces questions, ils répondent tous de manière assez consensuelle que la raison d'être du projet, c'est vraiment de permettre aux citoyens d'adhérer à la gouvernance de projets énergétiques locaux, de faire des projets citoyens pour les citoyens, par les citoyens, si vous voulez. Et puis, deuxième point qui revient aussi de manière importante, c'est cette envie de contribuer à la lutte contre le changement climatique. Par quel biais est-ce qu'on y arrive à réaliser cette raison d'être? Eh bien, on l'a vu, hein, on produit de l'énergie renouvelable, on réalise de nouveaux projets et d'ailleurs, très souvent, des projets qui n'auraient pas vu le jour sans l'initiative citoyenne. Et l'avantage des grappes solaires, c'est que ce sont des projets que les citoyens peuvent réaliser ensemble, entre eux. Voilà. Et alors, quand on leur demande comment est-ce qu'il devrait évoluer, selon vous, votre projet citoyen, là, on voit aussi encore très consensuel 2 points qui reviennent. Premier point, il faut qu'on soit plus visible, il faut qu'on communique plus, qu'on retrouve plus de membres pour lever plus de fonds. Et pourquoi? Pour permettre de faire de nouveaux projets du même type qu'on a déjà réalisé. Maintenant, on a fait un premier projet, on sait faire, on veut en faire d'autres. Et pour ça, il nous faut plus de membres. Voilà. Donc, on a une identité organisationnelle qui est très forte, très consensuelle autour d'enjeux de démocratie et de changement climatique. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les citoyens, ils investissent de l'argent, mais il n'y a pas du tout, les intérêts financiers ne reviennent pas du tout dans les motivations qui les incitent à participer à ces projets. Donc, c'est, en tout cas en France, parce que dans d'autres pays du monde, c'est différent. Maintenant, si on regarde l'identité de l'énergie citoyenne au niveau du mouvement, c'est intéressant de voir, là je vous ai parlé d'abord des organisations individuelles. Au niveau du mouvement, il y a eu aussi un énorme travail qui a été réalisé par les acteurs pour définir et aussi protéger l'identité des projets énergétiques citoyens. Pourquoi protéger? On le voit, il y a des définitions. Derrière ces définitions, il va y avoir de l'argent. Et donc, la question qui se pose, c'est on voit plein d'acteurs privés qui arrivent, qui font du crowdfunding. Est-ce qu'ils ont le droit de s'appeler citoyens et donc de profiter de ces aides qu'on pourrait obtenir? Non, on ne veut pas ça. Est-ce que les projets citoyens, ils doivent être 100% citoyens? C'est compliqué. Si on veut faire des gros projets éoliens, souvent, on est quand même en co-investissement avec aussi des acteurs privés. Donc, il faut trouver, ils ont essayé de se mettre d'accord sur, selon eux, c'était quoi en fait qui allait définir le fait qu'on ait le droit de s'appeler projet citoyen et qu'on soit labellisé par Énergie Partagée comme un projet comme ça. Et donc, ils sont arrivés, c'est très récent, franchement, il y a eu plein de débats. C'est très récent, ils sont arrivés à se dire qu'il faut que les citoyens, les acteurs locaux et leurs représentants représentent au moins 40% dans l'actionnariat et ce, sur la durée de vie du projet. Donc, on est 40%, c'est quand même c'est important. Et en même temps, on laisse la possibilité de co-investir avec des acteurs privés. Donc maintenant, si on zoome encore un peu plus et qu'on essaie de regarder qui s'implique dans ces projets citoyens, ont répondu à notre enquête principalement des hommes. Souvent des hommes qui se disent avoir des compétences techniques, des compétences en gestion de projet. D'ailleurs, ils sont souvent très bien éduqués. Ils sont plutôt aisés, propriétaires de leur logement. Ce logement, c'est souvent une maison. Et point intéressant, donc on voit qu'il y a une homogénéité quand même assez forte dans les membres. Et point intéressant, les élus locaux sont surreprésentés parmi les membres et souvent parmi les membres fondateurs des projets. Donc, on voit bien qu'il y a des liens très forts entre les initiatives citoyennes et les collectivités locales où elles ont lieu, en fait, où ils ont lieu ces projets. Alors, comment est-ce qu'on va faire le lien avec l'avenir des projets citoyens? La littérature, ce qu'elle nous dit, c'est que l'identité organisationnelle va avoir une importance sur le devenir de l'organisation, comment est-ce qu'elle va évoluer, voilà. Et donc nous, ce qu'on aimerait mettre en avant, ce qu'on essaie de mettre en avant dans notre étude, c'est le fait que les projets d'énergie citoyen, ils ont une identité très forte avec beaucoup d'homogénéité dans leurs membres et ça peut devenir un piège qui les empêche de grossir, de faire plus de projets, peut-être des projets différents. Pourquoi? Je vais vous amener 2 raisons.
Première raison, c'est que quand on est très homogène, on a tendance à attirer des membres qui nous ressemblent déjà, parce qu'on a un sentiment d'appartenance quand les autres, ils nous ressemblent. Ce qui veut dire que si vous avez quelqu'un qui ne ressemble pas aux membres déjà existants, bah, il ne va peut-être pas se sentir légitime. Donc, imaginez, vous avez des projets citoyens qui savent qu'ils ont besoin de communiquer. Eh bien, si quelqu'un, admettons une femme qui sait bien communiquer, elle veut rentrer dans le projet, elle va peut-être pas se sentir légitime parce qu'elle ne connaît pas grand-chose au sujet énergétique, alors que c'est de ça dont ils ont besoin aujourd'hui. Deuxième point, de plus en plus, donc, les projets citoyens, ils ont la nécessité de faire des projets de plus en plus gros. Donc, les grappes solaires, c'est bien. Mais en fait, les tarifs d'achat, ils ont des seuils qui augmentent. Donc, de plus en plus, on est obligé de faire des plus gros projets. Et donc, ça veut dire qu'entre citoyens, on n'est plus autosuffisant, si vous voulez. On est obligé de s'ouvrir sur notre écosystème, travailler avec d'autres acteurs privés. Et ça, pour nombreux des membres, nous, on l'a vu dans notre questionnaire, finalement, ça va à l'encontre de ce qui les a amenés à participer. Et donc, ils risquent de ne pas avoir envie, en fait, de soutenir des projets plus gros parce que ça ne correspond pas à ce qui les a amenés à participer au départ. À ça, on propose on peut proposer deux choses à faire par les initiatives citoyennes pour essayer d'amener un petit peu d'hétérogénéité dans les profils et dans l'identité organisationnelle. Donc, première chose, et ils sont déjà nombreux à le faire, hein, c'est voir comment est-ce qu'on peut diversifier les actions. Notamment, il y a beaucoup plus de femmes qui sont intéressées par l'efficacité énergétique apparemment. Donc, ça peut être un moyen d'attirer des profils un peu divers. Favoriser la diversification des actions. Aussi, si on travaille sur la précarité énergétique, c'est peut-être un moyen d'ouvrir le cercle de membres à des gens qui ne sont pas que des personnes aisées. Et puis, deuxième point qui est lié, en fait, c'est qu'il faut mettre en évidence les contradictions du projet citoyen. Ce qu'on voit dans notre étude, c'est que les gens, par exemple, quand ils ont dit « moi, je suis venu et je viens pour lutter contre le changement climatique », et qu'à la fin, ces personnes-là, quand on leur dit où est-ce qu'elle en est le projet citoyen par rapport à cette motivation, et qui savent que quand on fait des petites grappes solaires, finalement, on contribue assez peu. Quand ils voient qu'il y a un écart entre ce qui les a emmenés et puis ce que le projet citoyen réalise aujourd'hui, eh bien, ces membres-là, ils étaient plus à même de dire oui, il faut qu'on fasse des gros projets. Donc, ce que j'essaie de dire ici, c'est que si on met en évidence la contradiction, vous venez pour une raison, mais finalement, pour être meilleur dans cette raison, on devrait faire d'autres formes de projets, eh bien, peut-être qu'ils arriveraient à faciliter l'acceptabilité de projets différents et donc de travail avec un écosystème différent. Voilà. Anne-Lorraine vous a parlé de lieux, elle vous a parlé de coopératives citoyennes, elle vous a parlé d'énergie partagée. En fait, là, on est sur des échelles spatiales très différentes. Et le réseau énergie partagée, il est constitué par des unités de base que sont les coopératives citoyennes locales qui agissent en général sur un bassin de vie. On en dénombre 130, je crois, sur le site d'énergie partagée, qui, du coup, couvre une partie du territoire national. Ces coopératives, ce sont elles qui investissent dans les projets citoyens qui ont été évoqués, qui, eux, sont localisés sur des lieux. Hein, le plus souvent, ce sont des toitures de bâtiments d'une certaine ampleur. Elles se regroupent au niveau régional pour pouvoir mettre en commun un appui technique, une animation qui va remplir deux objectifs. D'abord, soutenir les coopératives locales en apportant de l'expertise et d'autre part, essayer d'inciter, d'initier la création de coopératives locales dans les espaces urbains, les espaces de vie, les bassins de vie qui n'en sont pas encore dotés. Donc, une stratégie d'extension de la couverture territoriale. Et puis, au niveau national, là, c'est l'association Énergie Partagée, mais aussi une coopérative va faire du co-investissement de grands projets, ceux qui ont été évoqués tout à l'heure, va faire aussi du plaidoyer, notamment pour faire évoluer la réglementation, pour transposer les directives européennes sur les communautés énergétiques, et puis la labellisation aussi que Anne-Lorraine a évoquée. Donc, vous voyez, se met en place en quelque sorte un réseau qui a deux qualités qui sont très difficiles à réunir, à la fois la couverture
du territoire, une couverture assez fine, et puis des économies d'échelle liées à ces activités qu'on va faire au niveau régional et au niveau central. Et ça, c'est un réseau finalement potentiellement extrêmement puissant qui se dessine, et d'autant plus que en face de la production, il y a l'activité de fourniture. Et là, vous avez l'association Enercop, les coopératives Enercop, qui est une coopérative en charge de la fourniture d'électricité, qui agit sur le marché, mais avec des offres très spécifiques, et qui s'est récemment régionalisée, donc a créé des associations, des coopératives régionales qui ont deux missions. Une mission de recruter des abonnés et une autre de venir participer dans du co-investissement de projets. Et il y a des liens à différents niveaux entre ces deux associations. Donc, c'est peut-être un mouvement global, hein, un acteur parallèle, mais multiple, pas unique, qui va agir sur le marché dans une orientation d'économie sociale et solidaire. Voilà pour les stratégies. Bien sûr, il y a la stratégie de venir déployer et diversifier les installations d'énergie renouvelable qui vont se situer dans les lieux et qui seront essentiellement portées par les coopératives. Le co-investissement, on en a parlé. La question qui se pose, puisqu'on vous a parlé tout à l'heure du dispositif d'autoconsommation collective, c'est est-ce que ça va être une nouvelle activité des coopératives ou est-ce que c'est un mouvement séparé? Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on a là des dynamiques et des temporalités qui sont différentes. Hein. Les coopératives citoyennes commencent à peser dans le paysage de l'énergie au niveau national, mais aussi à peser fortement dans les territoires où elles sont très actives. Est-ce que l'autoconsommation collective, c'est un dispositif? Mais quels sont les acteurs qui le portent? En fait, on s'aperçoit que c'est surtout aujourd'hui porté par des bailleurs sociaux, donc à l'échelle du bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, par des communes plutôt rurales ou de petite taille, accessoirement par d'autres acteurs économiques. Et le modèle économique que j'ai présenté tout au début, hein, l'agencement marchand, le modèle démocratique à travers la PMO et ses processus de décision, et surtout l'échelle spatiale, sont radicalement différents de l'échelle des coopératives citoyennes locales. Donc là, on peut imaginer qu'il y ait des difficultés. Est-ce que les coopératives vont investir ce champ-là? Il est vraisemblable qu'elles ne seront pas les seules. Le champ est tellement vaste, puisque le parc immobilier et support potentiel d'opérations d'autoconsommation collective est gigantesque, que d'autres acteurs pourraient se saisir là. Si je prends le cas des communes, ce qu'on commence à apercevoir, c'est qu'un certain nombre de syndicats départementaux d'énergie viennent aider les communes à porter des opérations d'autoconsommation collective. Si je regarde du côté des bailleurs sociaux, eh bien on a l'Union sociale pour l'habitat, qui est la fédération qui représente les bailleurs sociaux, investit ce champ-là, développe son expertise, organise du plaidoyer. Et puis, un autre acteur, ce sont les promoteurs immobiliers. Un certain nombre expérimentent. Il n'y a pas besoin d'aller très loin, puisque à quelques centaines de mètres d'ici, l'opération ABC a été portée par Link City, qui est une filiale de Bouygues Construction. Donc, ces opérateurs sont aussi, ces acteurs économiques sont aussi en capacité d'organiser des économies d'échelle et en même temps, par leur action dans des lieux sur les territoires, d'agir et de diffuser cela. Donc, l'avenir de l'ACC, il va dépendre un peu du type d'opérateur qui se saisit, d'opérateur transcalaire ou d'organisation transcalaire qui se saisira ou qui se saisiront du dispositif. Les coopératives citoyennes, comme l'autoconsommation collective, s'inscrivent dans un mouvement de fond qui est d'appropriation par les citoyens et les acteurs du territoire de la question énergétique. Et ce mouvement progresse. En revanche, sa mise en œuvre n'est pas sans difficulté. Elle suscite des controverses. J'en identifie 3. Si un certain nombre de collectifs ont été motivés par une opposition aux grands acteurs, aux grands opérateurs de l'énergie et parfois même à l'idée même de marché,
on constate que pour l'Union européenne, tel que ça apparaît dans les directives, et pour peut-être aussi dans la transcription en France, les communautés énergétiques sont promues comme étant capables de développer l'acceptabilité des énergies renouvelables dans le paysage solaire, éolien notamment. Donc là, pourquoi il faut développer cette accessibilité? Parce qu'il y a des enjeux pour un certain nombre de grands opérateurs énergéticiens. Il y a un enjeu à pouvoir débloquer les résistances territoriales. Deuxième controverse, elle est sur est-ce qu'on est dans des logiques de communalisation des ressources locales, c'est-à-dire que dans une logique de construction d'un bien commun avec une gouvernance partagée, ou bien est-ce qu'on est dans une logique de finalement d'empowerment de consommateurs par une démarche collective qui viendrait être on va dire, des collectifs de consommateurs qui agissent sur le marché et qui vont peser sur le marché. Là aussi, c'est quand même deux visions un peu différentes. Et puis, le dernier élément, c'est souvent ces coopératives, comme les opérations d'ACC, sont présentées comme un moyen d'augmenter, d'améliorer, de développer la résilience micro-locale vis-à-vis de l'énergie. Je crois que je n'ai pas besoin de faire d'explications avec ce qui se passe en ce moment en Europe. Mais qui dit augmenter, ça veut dire aussi développer l'autonomie, à donner une capacité de gestion à des échelles plus restreintes. Et ça peut venir en opposition, ou du moins ça peut réduire à la fois les financements du réseau public et ça peut aussi réduire la légitimité d'une solidarité nationale de l'électricité et du gaz. Voilà. Donc, tout ça, c'est des controverses qui sont sans doute devant nous et qui vont avoir une influence sans doute très importante sur finalement le dispositif, le devenir de l'autoconsommation collective en France. Merci de votre attention. Très bien, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Le micro, là, ça, voilà, c'est bon. Merci beaucoup pour cette présentation qui était voilà, très éclairante, très précise. Maintenant, on va passer aux questions. Mais avant, voilà, je voulais vous rappeler que le conseil scientifique de Grenoble Capitale Verte propose deux autres événements. Donc là, c'est sur l'écran et également sur vos écrans en ligne. Donc, je vous laisse regarder. Ces informations seront également sur les transparents de la présentation et sur le replay. Mais voilà, pour rappel que voilà, ça ne se termine pas avec ces présentations, mais que ça continue dans le cadre des manifestations organisées par Grenoble Capitale Verte et Transition. Deux événements, le 9 mars et le 29 mars. Voilà, donc maintenant, on peut passer aux questions. Donc, une question en ligne, on me dit. Donc, je vais vous lire la question. Alors, les communautés énergétiques permettent aux citoyens d'être acteurs de la transition énergétique et de s'y identifier. Y a-t-il d'autres mécanismes qui permettent aux citoyens de se sentir acteurs? Je commence Alors, la réponse. Oui, alors pas vraiment en France. Il y a quelques tentatives, mais quand on regarde du côté des Pays-Bas, de l'Allemagne, mais aussi en Colombie et en Inde, on voit émerger des plateformes peer-to-peer qui sont considérées comme des communautés énergétiques. Et certaines vont introduire, certaines d'entre elles vont jouer sur des mécanismes de marché, c'est-à-dire que leur finalité, c'est de développer ce qu'on appelle local energy market, autrement dit, de faire à une échelle locale ce qui se fait pour le moment en France simplement à l'échelle nationale. Voilà. Alors, c'est peu développé en France, les modèles économiques ne sont pas là, et comme ces plateformes sont avant tout motivées par des modèles économiques, du coup, ça explique leur faible développement en France. Oui, en fait, la question, c'est une super bonne question et
en fait, ça dépend de qu'est-ce que ça veut dire être acteur. On peut être acteur. Par exemple, il y a plusieurs années, on organisait des défis à famille à énergie positive. Bon, c'est aussi une façon d'être acteur en essayant de modifier sa consommation. On peut être acteur en changeant de fournisseur. On peut être acteur en mettant des panneaux solaires sur son toit. Donc, par contre, être acteur collectivement, franchement, il n'y a pas d'autre chose, en effet, pour l'instant, qu'on peut voir que les initiatives citoyennes de cette manière. Mais acteur individuellement, voilà, je pense qu'il y a d'autres. Mais c'est une bonne question parce que ça dépend vraiment de. Ça veut dire quoi être acteur, en fait? Alors, ça y est, ça s'anime dans la salle. Donc, on a une question. On va prendre une question dans la salle et puis après, on prendra une question en ligne. On alternera. Allez-y. Merci. Une question pour Gilles. Je voudrais juste revenir aux controverses que tu as présentées dans la slide précédente. Donc, si je comprends bien, tu dis que les communautés d'énergie citoyennes, elles face à la controverse elles proposent une alternative aux opérateurs traditionnels. Mais si je ne me trompe pas, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui bénéficient des mécanismes de marché comme les tarifs d'achat. C'est le paradoxe, c'est-à-dire que parmi des membres de coopératives, je ne sais pas si… Moi, je n'ai pas fait d'enquête auprès des membres. Hein. Peut-être que c'est une question sur laquelle vous, à GEM, vous avez des éléments de réponse. Mais d'où, à travers les observations, les entretiens qu'on a fait sur le terrain auprès des acteurs et des consommateurs qui sont impliqués, il y a effectivement assez fortement une motivation qui est de développer une relation production-consommation qui soit à l'écart des grands opérateurs, enfin qui soit locale, et notamment parce que à l'écart ou en dehors des grandes entreprises, des grands acteurs de l'énergie. C'est une motivation assez forte. Et c'est en cela qu'il y a un paradoxe. Alors, effectivement, c'est même un paradoxe pour la coopérative citoyenne elle-même, parce qu'elle se définit comme un acteur de marché. Mais là, je pense qu'il faut faire la différence entre la motivation des membres individuels et je dirais, l'agencement qu'on choisit ou auquel sont soumis les coopératives citoyennes. Si on regarde aussi, je vais permettre juste de compléter. Si on regarde aussi, alors c'est vrai que les initiatives citoyennes, pour bénéficier des tarifs d'achat, ils sont obligés de vendre leur énergie et souvent ils le vendent à EDF. Et ils sont nombreux à dire presque à regret, enfin pas tous, mais quand même ils sont nombreux à dire presque à regret parce que justement ils avaient envie de faire en dehors. Mais ils n'ont pas forcément le choix. Et d'ailleurs, quand on regarde les membres, un grand pourcentage est consommateur d'Enercop, alors qu'Enercop, ils n'ont pas non plus des milliers de clients. Enfin, ils ont des milliers, mais par rapport, ils ont une surreprésentation de leurs clients dans les coopératives. Donc, on sent bien cette envie d'être à l'écart, mais en même temps, on est contraint d'être dedans quand même. Donc, on va prendre une autre question en ligne avant de rebasculer dans la salle. Donc là, on a une question. J'attends parce que ça, c'est la même. Alors, la question, on a un petit problème, je vous cache rien, un petit problème technique là sur la plateforme. Voilà. Alors, la question, que pensez-vous de la pardon, que pensez-vous de la stratégie des je connais pas ce mot là. Non, des incombes, INCUMBENT. Alors là, les incombes. D'accord. Ce qui incombe certainement, voilà, des incombants ou enfin peut-être qu'il me faut acteurs historiques de s'immiscer dans le modèle émergent des communautés. Exemple EDF, Communities en France. Ouais, c'est vraiment une question de spécialiste. Hein, ça, pardon, vous l'avez compris la question? Oui, okay. Oui. Bon, Alors, ça dépend qu'est-ce qu'on veut dire par communauté. Moi, je trouve, dans notre étude, en fait, on avait comparé ce qui se passe entre la France et les Pays-Bas. Et en fait, aux Pays-Bas, les acteurs historiques, ils sont tous obligés aujourd'hui, franchement, c'est impressionnant, de travailler avec les initiatives citoyennes. C'est devenu un incontournable, en fait, pour développer des projets. Donc, j'ai envie de dire, c'est même, espérons qu'on y arrive,
parce que c'est comme ça qu'on aura plus de démocratie dans les choix, c'est comme ça qu'on aura plus de renouvelables. Donc moi j'ai envie de dire c'est très bien, au contraire, venons-en et espérons que ça se fasse. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là dans ma réponse. Mais... Je pense que si on avait fait notre intervention il y a 3 ans, on aurait été incapable de vous dessiner les 2 trajectoires qui ont été évoquées aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elles ont pris corps, elles se sont assemblées ces dernières années, si je prends le cas d'énergie partagée, et le dispositif, ou tout récemment dans le cas de l'autoconsommation collective. Donc, et il y avait d'autres initiatives qui existaient, qu'on n'a pas citées, et qui ont disparu du fait de la convergence autour et de la progressive couverture territoriale de ces 2 modalités. Voilà. Donc, tout ça pour dire que pour les acteurs, les grands opérateurs, que ce soit EDF, mais aussi Enedis, le gestionnaire de réseau, ou d'autres opérateurs plus, je pense aux entreprises locales de distribution de l'électricité, les communautés énergétiques étaient quand même un objet extrêmement flou il y a quelques années, comme pour nous chercheurs d'ailleurs, et des choses commencent à se préciser. Voilà. Et donc maintenant, je pense qu'elles commencent à essayer d'avoir une position, une stratégie là-dessus. J'ai assisté à une thèse une soutenance de thèse en décembre par un doctorant Sivre Enedis, et il apparaît assez clairement que c'est du côté d'Enedis des 10 actions envers les territoires prioritaires de transformation pour Enedis. Voilà, une des 10, je parle de l'autoconsommation collective. Donc on voit là, progressivement, les acteurs historiques commencent à définir des stratégies. Et évidemment, ça va être assez différent vis-à-vis, leur position va être, et leur action, leur positionnement sera assez différent vis-à-vis des coopératives citoyennes, compte tenu de leur mode organisationnel, de leur couverture spatiale, et vis-à-vis des opérations d'autoconsommation collective. Je pourrais en parler plus longuement, mais je ne vais pas détailler. Non, parce qu'on va prendre une autre question dans la Je salle. voulais juste compléter parce que j'ai eu un autre point. Si c'est possible? C'est possible, mais c'est au détriment des gens qui trépignent et qui pourront après venir discuter avec vous. Mais je fais rapidement. vite, c'est juste pour dire que en fait, la notion de communauté, les fournisseurs historiques, ils s'en emparent aussi en essayant de créer leur propre communauté. Donc, elle n'a pas besoin d'être citoyenne, j'essaie de créer ma propre communauté. Et nous, on l'observe énormément avec les plateformes peer-to-peers aux Pays-Bas. Et quand j'ai interviewé des représentants de ces entreprises, ils nous disent pourquoi est-ce que je le fais? Mais je le fais parce que si dans ma communauté, il y a des gens, ils peuvent acheter leur énergie de leur tante, de leur ami, du stade de foot où ils envoient leurs enfants, et ben en fait, ils vont pas la quitter. Et donc, ça m'évite d'avoir à tout le temps chercher de nouveaux clients. Je vais arriver à les maintenir liés à ma firme par la communauté et parce qu'ils auront un lien avec les autres membres. Donc, il y a ça aussi peut-être derrière la question d'Alain. Voilà. Merci. Alors, une question là dans la salle. Hein. Allez-y. Zambo de Réseau Oracle. J'avais 2 remarques plutôt. La première sur pourquoi les communautés énergétiques ne se saisissent pas plus que ça de la problématique autoconso collective. C'est parce que, comme Gilles l'a rappelé, c'est quand même encore très, 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 très complexe du point de vue organisationnel, administratif, etc. Et que 98% des collectifs citoyens recensés par Énergie Partagée sont des collectifs gérés par des bénévoles. Et que à mon avis, c'est un point clé, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le facteur limitant, c'est le facteur humain pour se saisir de ces questions. Et du coup, effectivement, ça passerait à ce moment-là par des alliances avec des tiers privés, etc. Et on va sur des modèles hybrides qui sont plus 100% collectifs citoyens, mais on va sur qui respectent encore les critères de la boussole et du label énergie partagée, mais avec des curseurs un peu moins poussés à fond, quoi. Ça, c'était la première remarque. Et la deuxième remarque, alors là, c'est... Est-ce que vous avez une question? Parce que à ce moment-là, on vous réinvitera. Oui, c'est une question, mais je pense que ça ne pourra pas être traité ici. Il faudrait faire une autre séance comme celle-ci. C'est que je vois un enjeu très fort et très montant aussi sur la chaleur. C'est encore balbutiant, alors ça ne se voit pas dans les graphiques d'énergie partagée, mais à mon avis, c'est aussi des formes d'autoconsommation, c'est-à-dire produire localement de la chaleur, la consommer localement.
et c'est obligatoirement local puisqu'on ne va pas transporter la chaleur sur des grandes distances. Et à mon avis, c'est aussi un enjeu pour se saisir de ces questions-là pour les communautés énergétiques. Merci. Non, je voulais juste dire qu'en effet, il existe quand même un certain nombre. La majorité des projets citoyens font de l'électricité, mais il existe des projets qui font aussi de la chaleur. D'ailleurs, dans notre région, on a Forestener. Ils ont des projets à Quai-en-Chartreuse, à Sassenage. Donc, il y en a. C'est vrai qu'on n'a pas mis le focus dessus parce qu'il y avait moins de liens avec l'autoconsommation collective qui est très ELAC. Mais en effet, et sur le premier point, c'est très clair. La gouvernance de l'autoconsommation collective, c'est beaucoup trop compliqué. Donc, et en plus, eux-mêmes, franchement, nous, quand on a parlé avec certains, alors, ils nous disent, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est produire le plus possible. Et si autoconsommer, ça va dire mettre un peu moins de panneaux, pourquoi? Autant en mettre plus, et en plus, on n'a pas cette complexité, et on produit. Voilà. Donc, il y a ces deux enjeux, je pense, qui expliquent pour l'instant qui sont peu nombreux. Il n'y en a qu'une de communauté citoyenne qui s'est emparée de ce sujet, à ma connaissance. Il faut dire qu'il y a un cadrage de l'autoconsommation collective par on va dire par l'État dans sa diversité, puisqu'il y a la Commission de régulation de l'énergie, le ministère, et puis d'autres entités qui contribuent. Ce cadrage est encore peu attractif. Il est complexe. Il est coûteux, enfin, il ne permet pas beaucoup d'économies, en tout cas beaucoup moins que l'autoconsommation individuelle, parce que il y a l'ensemble des taxes au réseau, enfin quasiment la totalité des taxes au réseau qu'il va falloir quand même continuer de payer sur des flux qui n'ont fait que quelques mètres. Alors, ça se justifie, c'est justement un élément fort de controverse. Et enfin, il y a d'autres conditions, mais je ne détaille pas, qui font que finalement, il y a un certain nombre d'impossibilités. Ça vient restreindre les possibilités d'alliance et les possibilités de consortium. Cela explique peut-être une situation un peu d'attente d'un certain nombre d'acteurs vis-à-vis de cela. En revanche, pour la chaleur, on n'a pas du tout ces contraintes-là, puisque la chaleur, c'est une énergie qui se transporte très peu. Il n'y a pas de réseau national de chaleur. Donc, il n'y a pas finalement n'importe quelle entité, n'importe quelle copropriété peut s'associer avec d'autres copropriétés pour développer un réseau de chaleur. Il faudra juste demander l'autorisation de pouvoir passer des tuyaux sous la voie publique. Donc là, on est dans un champ beaucoup plus large. Et ce qui est assez intéressant, ce qui est assez remarquable, c'est que quand on parle de communauté énergétique en France, même peut-être dans d'autres pays, on parle rarement de la chaleur. Et pourquoi on parle rarement de la chaleur? Parce qu'en fait, les communautés énergétiques, c'est très vieux. Ça existe depuis 50 ans, depuis qu'on fait de l'habitat collectif avec du chauffage collectif. On a là, en quelque sorte, une communauté énergétique. Donc, elle a été organisée autour du fossile. Elles seront peut-être de plus en plus organisées, il faut le souhaiter, autour du solaire ou de la géothermie. Mais tout ça, ça ne paraît pas très novateur. En fait, c'est enchâssé, porté par des acteurs extrêmement classiques, installés depuis longtemps, et qui ne sont pas portés par un idéal de transition énergétique, comme le sont les coopératives. Voilà. Donc, quand on vient ajouter la dimension chaleur, ce qu'on n'a pas voulu faire ici, parce qu'en 30 minutes, on n'avait pas le temps, on voit que le système est beaucoup plus ouvert que ce qu'on vous a présenté pour l'électricité. On va prendre une dernière question en salle et bon, je remercie également les personnes qui sont en ligne. On n'a pas pu prendre toutes les questions, mais on transmettra les questions aux orateurs. Donc, on va prendre une dernière question en salle. Allez-y. Bonjour. Je voulais juste revenir sur la dernière citation que vous avez mise sur la controverse. Je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi les opérations d'autoconsommation collective fragiliseraient le réseau public d'électricité. Comme vous l'avez dit juste avant, le TURP est toujours collecté en ACC, donc le réseau public continue d'être financé alors qu'il est moins utilisé finalement. Et donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est gagnant-gagnant. Du coup, voilà, si vous pouvez développer pour ce point-là.
Alors, je fais référence aux controverses justement sur le TURP, pour lequel il y a que mon Thibaut Fontenot, un doctorant du laboratoire Pacte, sur lequel Thibaut Fontenot a travaillé, et il y a un article dans le journal Flux spécifique aux controverses autour du dispositif d'ACC. Et en fait, la viabilité économique, un des éléments clés de la viabilité économique des opérations d'ACC, s'il faut venir amortir les panneaux solaires, c'est la réduction de la TURP et puis d'autres taxes qui pèsent dessus. Tant qu'il n'y a pas cette réduction, il est clair qu'il n'y a pas de modèle vraiment économique. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'acteurs qui vont le porter, comme ils ont commencé à le porter, parce qu'ils offrent des services différents. Maintenant, pour que ça aille, ça pénètre, par exemple, vers les copropriétés, dont on connaît, comment dire, des formes démocratiques quand même assez isolées et assez particulières, et une certaine prudence de la part des copropriétaires par rapport à des investissements, ce qui caractérise cela. Bien, il est vraisemblable que l'autoconsommation collective ne va pas progresser dans la copropriété s'il n'y a pas un modèle économique plus favorable. Mais si on réduit, si on rend ce modèle économique plus favorable en baissant les taxes, on vient réduire le financement du réseau et sa capacité à délivrer à tout moment, y compris quand il n'y a pas d'énergie solaire et éolienne, de l'électricité aux consommateurs. Et donc là, il y a une tension assez évidente et qui, à mon avis, va bouger dans les prochaines années. Difficile de dire comment à ce stade-là, mais cette controverse, je pense qu'on l'aura encore pour de nombreuses années. Merci. Je pense qu'on peut remercier encore une fois Anne-Lorraine et Gilles pour cette présentation. Merci, on peut applaudir. Ça fait du bien maintenant d'entendre des applaudissements directement dans la salle. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain Milliminatech sur les organoïdes présenté par Xavier Gidrol. Et je vous souhaite un bon week-end à toutes et à tous. Merci.